Bonjour, vous m'entendez bien? Ok. Comment vous avez trouvé l'exo? Alors, immonde, terrible, horrible, horrible MDRR, dur, trop simple, je rigole. Ah, j'ai eu une lueur d'espoir. Il y a, j'ai jamais sa pitié. Hmm. Les deux premières questions, ça allait quand même, non? Ouais, là, ouais, la deux. Ok. Première, oui. Un peu, MDR. Là, un juste. Ah. Bon, je vais organiser mon écran un petit peu. Ok. Il y a des pistes, mais c'est fou un peu. Hmm. Bon, donc, on va partir déjà sur la 1. Je partage mon écran. Ok. Du coup, ça va être une petite correction, pas en live parce que j'ai préparé évidemment, mais je vais vous détailler les trucs au fur et à mesure. Du coup, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour essayer de euh, répondre à la première question? Alors, Zoom, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir mon chat. Où es-tu, le chat? Ah, c'est là. Ah oui, j'ai Tsunami qui est motivé, qui répond direct en com. Donc, je peux peut-être. H2PO4 moins HPO4 2 moins PK72, ouais. Et HPO4 moins, je suppose. Enfin, 2 moins, je suppose. Ouais, c'est mieux. HPO4 2 moins, PO4 3 moins, PK12 32. Oui, voilà. Ça, c'est une question de cours assez simple. Vous pouvez aussi le représenter sous forme de, on appelle ça, euh, de diagramme de prédominance, oui, avec chacun des PK et puis les formes entre chaque PK. Donc, hop. Évidemment, c'est pas les questions qui s'intéressent le plus, je suppose, mais bon.
Voilà, question 2. Donc, là, je demandais du coup quel était le pH d'une solution. Là, c'est une question relativement classique, par contre. Donc, on veut préparer 2 litres de solution tampon. Je vais mettre l'énoncé quand même, ça va être un peu plus clair. Bon, j'ai déjà des réponses. 11,7, en effet, c'était bien ça qu'il fallait trouver, tout à fait. Pour ceux à qui ça a posé des difficultés, est-ce que, enfin, qu'est-ce qui vous a posé problème dans cette question en particulier? Je vais peut-être poser la correction d'emblée déjà. Du coup, là, on était, donc, pour rappel, donc, pour rappel, euh, donc là, on était, donc, le pH de la solution A, comme je disais, correspond à la bande supérieure de la normale du pH sanguin chez l'homme. Donc là, c'était 7,45. Vous êtes censé connaître par ailleurs. Donc, enfin, sachant que dans certaines questions aussi, vous demandent des solutions isosmolaires au plasma sanguin. Donc, vous êtes censé connaître les valeurs usuelles quand même par défaut. Après, le pH c'était 7,45. Donc, sachant que c'était 7,45, il y avait uniquement le couple qui avait le pK à 7,2 qui était impliqué, parce que les autres étaient à plus de euh, 2 logs de distance de ce pK. Donc, on pouvait simplement utiliser l'équation d'Anderson-Hasselbalch, euh, sachant sachant qu'on considère que euh, le HCl en solution, donc qui était à 80 millimolaires, réagit entièrement avec le phosphate pour donner l'acide conjugué. Et donc, dans ce cas, ça donnait un ratio de 20/80 et un pH de 11,7. Qu'est-ce que je viens de dire? Excusez-moi, j'ai mélangé. Je crois que c'est pas une bonne idée de faire la comparaison. Bon, c'est pas très grave. Donc, on va repartir, mais on va formuler ça correctement. Donc, la solution A, c'est la solution d'origine. Donc, on part de la base qui est donc PO4 3-, et avec laquelle on fait réagir, enfin qu'on fait réagir avec 80 millimolaires de HCl qui sont présents en solution, ce qui donne l'acide conjugué, et donc ça donne le pH de la solution en question. Bon, excusez-moi pour le bug, le chat. Décimolaire, c'est 0,1 mol par litre. Molaire, en fait, c'est une concentration toujours. Et 1 molaire, c'est 1 mol par litre. C'est le symbole M, en fait. Un M, molaire, mol par litre. Et décimolaire, c'est comme décimètre. On pourrait avoir aussi décamolaire, qui est 10 mol, enfin 10 molaires, pardon. Ok. C'est pour la question pour le pH sanguin, oui, effectivement. Ok, moi je ne comprenais pas comment intégrer le HL et le phosphate dans le calcul. Ben, en fait, comme je l'ai expliqué, tu as une réaction que tu considères totale entre la base, donc K3PE4, et HCl, qui est un acide fort. Et donc cette réaction va te produire l'acide conjugué, qui est donc HPO4 de moins. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est ça, ça réagit entièrement avec HCl parce que ça n'a pas trop le choix que de réagir avec HCl, en fait. C'est-à-dire que les deux seules espèces d'importance en solution, c'est ton tampon, enfin non, ta base faible et ton acide fort. Oui, on a HCl qui est limitant, effectivement.
Pas capté pourquoi il fait extraire la concentration de HCl pour avoir PO4 3-. Euh, parce que tu as... Attends, je vais t'écrire l'équation de la réaction. Donc ça, on va le dégager par l'équation suivante. Du coup, l'équation de la réaction, c'est que tu pars de PO4 3-, je vais écrire correction. Tu pars de PO4 3-, plus. Et du coup, ça te donne... bon, je vais aussi mettre les contribus. Si on s'en fiche un peu. Ok. Donc là, ensuite, tu as HCl qui réagit mol à mol avec PO4 3-, ce qui va produire, bon, toujours les 3K+, qui ne bougent pas, plus HPO4 2-, c'est plus clair. Donc du coup, tu as pour chaque mol de HCl, tu as une mol de PO4 en moins qui est consommée et qui produit du HPO4 de moins. Vu que tu as 80 millimolaires de HCl dans ta solution, à la fin, il te reste que 20 millimolaires de PO4 en moins et 80 millimolaires de HPO4 de moins qui ont été produits. Et j'ai encore pas vu le chat. OK. On n'utilise pas l'équation de mélange acide faible et base forte. Bah, si tu veux. Enfin, attends, quoi? Acide fort et base faible? Oui, ben, si tu veux, ça marche aussi. Il n'y a aucun problème. Si tu la connais, ben, tu peux l'utiliser. C'est logique, merci. Ce qui m'a embrouillé, c'est le fait qu'on avait déjà une solution à 0 molaire qui est du HCl, donc on ne rajoute pas du HCl. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui marche pas? Ah oui, pardon. Attends, peut-être répondu un peu vite. C'est pas une question de mélange acide faible, base forte. Non, acide fort et base faible. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, on est en solution tampon, donc tu ne peux pas utiliser cette solution. Tu es obligé d'utiliser un... Parce qu'en fait, tu as un équilibre qui va se former entre les différentes formes, donc tu ne peux pas juste considérer qu'il n'y a qu'une seule espace qui est mise en jeu en solution. Il n'y a plus de HCl à la fin, en effet, parce qu'il a entièrement réagi. Ah oui, mais c'est toi qui... Ok. On comprend bien. pK égale 7,32, c'est pas 7,20. Oui, tout à fait. Bah, alors, c'est pas tant que c'est une... Comment dire? En fait, ici, tu obtiens quand même une solution tampon parce que tu obtiens un pH qui est proche du pK. Et en fait, tu le, comment dire? En fait, tu ne peux pas t'arrêter juste à cette espèce-là. En fait, tu vas continuer ensuite derrière. Donc, tu es obligé d'utiliser cette équation. En fait, je vais reformuler ça autrement plutôt. L'équation d'Anderson-Hasselbalch est toujours valable du moment que tu as que deux espèces qui est mise en jeu. Elle n'est pas valable uniquement dans le cas des solutions tampons. Elle est valable pour toutes les solutions du moment que tu as que deux espèces non négligeables en solution. OK? Et par contre, l'autre espèce que tu peux utiliser, la solution de 4, l'autre formule que tu peux utiliser n'est pas valable dans ce cas-là. Tout que 4 acide dans son acide conjugué. Oui, c'est ça. Pour moi, on avait une solution de 4,3PO4. D'accord. Mettons
est-ce que c'est relativement clair pour tout le monde ou il y a encore des interrogations? Parce que je vois qu'il y a d'autres gens qui expliquent à d'autres gens dans le chat. Du coup, je laisse expliquer parce que bon, c'est assez clair, je trouve. Ouais, c'est tout à fait ça, Pauline. Il reste quelqu'un pour qui c'est pas clair? Ah. Oui, bon, déjà, effectivement, ça, c'est la, ça, c'est la formule pour une solution acide. Un demi-pK, pour un lot de C. Je sais pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en plus, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas puisque tu formes de l'acide conjugué, mais il te reste la base de départ, du coup, ça marche pas. Parce qu'en fait, cette solution n'est valable que si tu négliges euh, la concentration des autres espèces en solution, donc de l'acide conjugué, en l'occurrence, et c'est pas le cas. C'est bon pour tout le monde. Alors, la question 3. Les volumes respectifs de la solution A et d'une solution molaire de HCl faut-il combiner pour obtenir la solution B de 2 litres? Est-ce que... Hmm, intéressant. Bah, je suis bien intéressé que tu montres ton raisonnement de Dracofeu, parce que je tombais sur une valeur pas très loin. Oui, c'est pas grave. Effectivement, c'était un peu long. 1,47. Ouais. Ouais. Bah, Dracofeu, si tu veux montrer, enfin, tu peux venir en, est-ce que tu peux venir en focal, éventuellement partager ton écran, je sais pas. Il y a juste de décrire à l'oral vite fait, hein. Euh, moi, je t'entends pas. Est-ce que j'ai bien une bonne sortie? Ouais. Ok. Attends, je reviens sur la conf. Non, on t'entend pas. Heureusement qu'on a fait 1 heure pour trouver un test. Pas qu'au fait, tu t'en sors. Ok. Mhm.
Ouais, tout à fait. C'était par là qu'il fallait commencer, en effet. Ensuite, tu as réussi à avancer. Déterminer le rapport des quantités de matière grâce au pH et le pKa2. Ouais, tout à fait. C'était la suite aussi qu'il fallait faire. C'est aussi dire que, on sait aussi dire que VA plus VHCl égale 2 litres. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on résout. Ouais, mais c'était trop long. Oh, il y avait 1 heure pour le faire. Oui, c'est-à-dire Hello. Qu'est-ce qui te pose problème, Cam? Bah, QSPO. Comment ça, QSPO? C'est-à-dire que tu voudrais rajouter de l'eau au mélange des deux solutions? Parce que c'est pas ce que je demandais exactement. Dans l'énoncé, je disais juste en combinant les deux solutions. Oui, exactement. Bah oui, mais ça marche pas. Je disais pas que vous pouvez compléter avec de l'eau. J'ai juste dit de combiner les deux solutions. Good job, Dracofeu. Alors moi, je fais un peu de façon différente. J'ai raisonné en concentration et en partant de la solution finale. Je pense qu'on arrive à peu près à la même conclusion. Mais c'était peut-être un peu plus long. Licence finale, licence finale. Ouais, bon. Donc, allez juste vite fait mon truc. Dans le pK de 7,2 parce que on te demande de te mettre au pH correspondant à la bande supérieure de la normale du pH sanguin chez l'homme, qui correspond à 7,45. Et à 7,45, d'après le diagramme de prédominance, sachant que tu as comme pK uniquement 2,15, 7,20 et 12,32, bah, toutes les espèces sont négligeables, sauf le couple qui est autour du pK 7,2. Ok. Bon, donc, c'est bon. Alors, par contre, juste une petite question, Dracofeu. Est-ce que tu as pris en compte le fait qu'il y avait déjà du HCl dans dans la solution A? Oui, bah, je vais envoyer la correction juste après. Oui, il n'y en avait plus, mais ouais, ok. Enfin, je veux dire, tu as pris en compte le changement qu'a imposé le HCl à l'intérieur de la solution. Ok, super. Du coup, moi, j'ai fait de façon un petit peu différente. Et si je retrouve mon document, ouais. Donc,
Alors, ce qui se passait, bon, pour répondre à Chaton, euh, donc, les équations des différentes réactions qui se passaient, si on repart depuis le début, donc la solution A, on partait de K3PO4. On va juste simplifier en PO4 3 moins, parce que on fait la flemme, plus, ok. Donc ça, c'était en solution A. Et ensuite, ben, pour produire la solution B, enfin, non, je ne vais pas préciser ça, c'est un peu con. Donc, sur l'ensemble des solutions A et solution B, donc on partait de ça pour arriver à ça. Et ensuite, on mettait en jeu le deuxième couple, donc on rajoutait davantage de HCl, ce qui produit ici. OK. Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est, alors, ça, donc là, le pK correspondant à ça, c'était 2,32. Là, c'était 7,20. Le pH cible. Donc là, donc donc là, tu avais que ces deux pK qui étaient mis en jeu. Tu t'arrêtais, enfin, tu titres en fait ta base faible PO4 3- par du HCl jusqu'à atteindre le pKa 7, enfin, non, jusqu'à arriver autour du pKa 7,2, donc à pH 7,45. Donc tu avais que ces deux euh, couples qui étaient mis en jeu, ces deux réactions qui étaient mises en jeu. Alors, ok. Euh, voilà, c'est bon. Ok, donc ton pH cible était de 7,45. Donc oui, ce que j'ai fait, c'est que donc tu, la première chose à considérer, c'est que ben, vu qu'on se place sur ce pK qui est à distance du premier, on peut considérer qu'on a entièrement réagi avec le PO4 3-, donc il n'en existe plus en solution. Ce qui permet après de travailler de façon plus simple sur la suite parce qu'on peut considérer uniquement le HPO4-, qui sera la seule espèce présente en solution quand on a entièrement réagi avec le PO4 3-. Donc ce qu'on fait, c'est que on on peut considérer qu'il y a besoin d'ajouter donc 100 millimolaires de HCl à une solution de K3PO4- décimolaire pour se mettre en fait exactement comme si on avait une solution de HPO4- Oui, alors, ce serait pas bien ajouté. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que je repars depuis le début pour dire que ben en rajoutant la même quantité de HCl au total dans la solution, enfin que la concentration de K3PO4, on obtient exactement comme si on avait produit au départ une solution de HPO4- décimolaire. Du coup, sachant que on a déjà ajouté 80 millimolaires de HCl, bah, il y a juste à
à rajouter 20 millimolaires supplémentaires pour avoir une solution de HPO4 de moins décimolaire. Donc, OK. La réaction de solution A, c'est celle qui consomme. Mais bon, peu importe. Après, le souci en raisonnant comme ça, c'est que je demandais un volume à rajouter. Donc, en réalité, dans la solution que vous obtiendrez à la fin, ce ne sera pas 20 millimolaires de HCl que vous obtiendrez, enfin que vous aurez, ni 100 millimolaires de la solution initiale. Je ne sais pas si je vous ai pas perdu en cours de route. Ouais, bon, je pense que je vais juste écrire le raisonnement entier, puis après je répondrai aux questions, sinon ça va être compliqué. Donc, ouais, je dirais ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé directement en situation finale. Donc, en situation finale, on a euh, le pH qui est égal au pKa plus le log autour du couple du pKa2. À partir de ça, hop, en fait, à partir de ça, du coup, on peut exprimer euh, la concentration de HPO4 en solution en fonction de la concentration de phosphate totale, qui sera donc la concentration qu'on obtiendra en solution. Donc, personnellement, je préfère raisonner en concentration, mais en raisonnant en quantité de matière, ça peut marcher aussi. Donc, l'idée, c'est que donc, dans la solution B finale, on a un pH de 7,45. Donc, on sait qu'il n'y a que ces deux espèces-là qui sont présentes en solution. Donc, on peut déterminer le rapport entre les deux, le rapport de concentration entre les deux. Et sachant que ce sont aussi que des espèces présentes en solution, on peut exprimer H2PO4- en fonction de la concentration totale de phosphate, qui n'est plus 100 millimolaires, contrairement à la concentration initiale, mais qui a diminué du fait que on est dans on a mélangé cette solution avec une solution de HCl. Pourquoi on ne fait pas intervenir HCl? Tu peux le faire aussi, mais j'ai préféré découpler parce que ça commence à faire un peu gros. Après, il y a plusieurs façons de résoudre, hein, du moment que vous tombez. Ouais, alors, je vais rajouter ça. Solution B. Donc, par rapport, ensuite, j'ai décidé de euh, m'attaquer à la concentration de HCl dans la solution B finale, encore une fois. Donc, non, la concentration de HCl supplémentaire dans la solution B finale plutôt. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que je suis parti de la concentration. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on veut avoir entièrement neutralisé la première base. Donc, ça veut dire que la concentration HCl de HCl dans cette solution correspondra à la somme de la concentration de phosphate totale pour donc neutraliser entièrement le K3PO4, plus euh, la, la concentration de HPO4 qui aura été produit par non, c'est bon. La concentration de HPO4 qui aura réagi avec le HCl pour donc pour arriver à l'équilibre correspondant au bon pH, auquel il faut encore soustraire la concentration de HCl qui était déjà présente dans la solution A. Donc, sachant qu'il y a 80 millimolaires de HCl dans la solution A et que ça a été dilué par ce facteur de dilution. Alors, je vais juste préciser. Je vais expliquer les dernières lignes. Oui, bien sûr. Alors, donc je repars sur le début, en fait. Donc là, ce que j'ai fait en premier, c'est déterminer le ratio entre les deux formes qui seront présentes dans la solution finale. Donc on tombe sur 1,778. OK. Ensuite, sachant qu'il n'y a que ces deux formes qui sont présentes dans la solution, ça veut dire qu'on a la concentration en phosphate totale qui est uniquement égale à la somme de ces deux concentrations. OK. Et donc, ça veut dire qu'on peut exprimer la concentration en H2PO4- en fonction de la concentration de phosphate totale et de HPO4-. Ce qui fait qu'ensuite, on peut le remplacer et on obtient simplement la concentration de HPO4- en fonction de la concentration de phosphate qui est attendue dans la solution de fin. Ça va pour ça? Donc, on prend 0,... Non. Ça veut juste dire que la concentration euh, de HPO4- qu'on retrouve dans la solution B à la fin, est de 0,64 fois la concentration totale de phosphate. En fait, ça veut juste dire qu'il y a 64% de HPO4- dans ta solution B, et du coup,
36% de HPO4 de moins dans cette, pardon, de H2PO4 moins dans cette solution. Là, c'est good pour ici, mais dernière ligne. Ouais, j'y arrive. C'est juste pour expliquer à iPhone. Ok, super. Pourquoi plus CP pour tout HC? Ok, alors. Donc, comment on peut le mettre comme ça? C'est comme ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que on pouvait repartir enfin, ça pouvait être plus simple de repartir du début de l'exo et de juste, en fait, sachant que pour se placer dans cette situation, il faut avoir entièrement d'abord neutralisé le PO4 3-. Donc, ça veut dire qu'il faut ajouter une première fois la concentration de phosphate en HCl pour que le HCl réagisse entièrement avec le PO4 3-. La concentration HCl doit être égale à une première fois la concentration en phosphate pour qu'il réagisse entièrement avec le PO4 3-. Mais vu qu'on a déjà rajouté 0, enfin, vu qu'il y a déjà 0,080 de HCl qui est présente dans la solution A, donc tu peux soustraire cette concentration en prenant en compte son facteur de dilution. Après, il y avait d'autres façons de faire pour le représenter, je pense. Mais bon, enfin, quelle que soit la façon, du moment que vous avez compris ce que vous faites et que ça donne de bons résultats, ce que je regarderai dans vos copies, ça passe très très bien. Si je tombe sur une correction plus simple, d'ailleurs, je pourrais potentiellement la poster. Enfin, si je tombe où je pense à une correction plus simple. Sachant que bon, ça, c'est un truc que j'ai fait en une demi-heure. Bon, du coup, la suite. C'est bon pour ça? Ok. Donc là, on a exprimé ça en fonction de ça. On a le HCl. Oui, il manque un truc. Oui, et du coup, le plus 0,64, ça correspond, donc comme je disais, mince, à la quantité de HPO4 de moins, pardon, à la concentration de HPO4 de moins avec laquelle on doit réagir pour produire le bon pH pour le couple autour de 7,45. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ça, ça donne cette petite équation. Et en fait, à partir de là, donc on a en fait la concentration de phosphate dans la solution B qui est égale à la concentration de phosphate initiale fois son facteur de dilution. Et pareil pour la concentration euh, de HCl dans la solution B. Elle était enfin, avant que ça réagisse, j'entends bien sûr. Elle est égale à la concentration initiale fois son facteur de dilution aussi. Ce qui fait qu'après, si on remplace tout ça dans l'équation qu'on a juste avant, ça donne ça. Donc on a HCl, la concentration HCl, je vais écrire là parce que ce sera un peu plus simple quand même. Donc la concentration HCl qu'on peut remplacer, donc qui correspond à la concentration HCl initiale face au vecteur de dilution du côté gauche de l'équation. Et du côté droit, ben, on pouvait remplacer donc 1,64 fois CP, pardon. On peut remplacer CP par sa concentration initiale fois le facteur de dilution, donc ça donne 1,64 fois CPI
fois le facteur dilution, moins toujours inchangé, le 0,080 fois VP sur VP plus VH. Donc là, ce qu'on peut remarquer de suite, c'est qu'on peut simplifier par V par le dénominateur. Ça dégage. Donc à partir de là, boum. Donc à partir de là, on a donc la concentration à l'échelle initiale, on la connaît. C'est attends. Et donc un molaire. Ensuite, de l'autre côté, on peut factoriser par le volume de solution phosphate. Et donc, vu qu'on connaît la concentration initiale, donc c'était de 0,1 molaire aussi. Donc, on obtient ça. Oups. Donc ensuite, on peut obtenir l'expression de VH en fonction de VP. À partir de là, on a virtuellement fini parce que ça donne ça. Vu qu'on connaît le volume final qui est censé être de 2 litres, donc on peut résoudre simplement l'équation en remplaçant VP par V moins VH. Ce qui a donné à la fin 154 millilitres pour VH et pour VP 1846 millilitres. Et j'ai ça qui se balade. On va le remonter. Est-ce que ça va les gens qui restent ou pas? On va reprendre un fois. Ouais. Je mettrai une correction plus jolie, très très probablement. Ok. Attends, est-ce que Dracoufa est toujours là? Ok. Ça te semble plutôt raccord avec ce que tu as fait? Enfin, même si je pense que tu n'as pas raisonné de la même façon, tu n'as pas pris en considération ou pas. Sachant que si tu n'as pas fait d'erreur en raisonnant en quantité de matière, il n'y a aucun souci, ça passe sans problème. Moi, j'ai pris la même personne. Ok. Du coup, je lirai la copie, enfin les copies avec plaisir. En mode, c'est peut-être un peu complexe. Oui, effectivement. Comme j'ai dit, j'ai fait la correction en même temps que vous, donc c'était une possibilité de correction. Ok. Il n'y a pas d'autres questions sur la question 3. C'est possible de mettre dans la correction? Oui, bien sûr, je mettrai les deux, hein. Je vais le noter avant d'oublier.
Ok. Du coup, pour la dernière question, maintenant que vous avez les volumes, est-ce que ça vous paraît peut-être plus faisable? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris la question? Ce qui est possible aussi. La 4 t'as posé le plus de problèmes. Ok. Oui, c'est exactement ça l'idée, Lulu. En fait, j'avais- c'était pas, c'était moins compliqué que ça en avait l'air. Donc, il n'y a pas les masses mouillardes de l'espèce solution, il y en avait une qui n'était pas donnée, c'est ça que je n'ai pas compris. Tu pouvais la déduire, hein. Tu connais UPA. Oui, c'était peut-être un peu bâtard. Mais tu pouvais la déduire vu que tu es censé connaître la masse, la masse atomique, l'unité de masse atomique du H. Exactement. Si on connaît H, tu peux trouver P et déduire, et H, c'est 1. Bien, super. Enfin, c'était surtout K qu'il fallait trouver parce que P, tu t'en foutais un peu, je crois. Ok, très bien. Bah, du coup, tu avais compris, non? On ne vient pas les trois pas digits pour lui à chaque fois. Oui, c'est exactement ça. Ah oui, pour le phosphate, du coup. Le phosphate trihydraté. Bon, donc, pas sur le 4, mais j'ai fait QSPH2O pour les deux, donc j'avais pas fait sur moi. Donc, on lui a mis ça, je crois que c'est aussi à 4. Ouais. Bah, Amy, ce que je peux te proposer, c'est ok, c'est d'essayer de le recalculer en prenant les bons volumes et de voir si ce que tu obtiens.
Mhm. Excusez-moi, je reviens. Ok, donc, sur de l'inflation sur 15 fois. Mhm. 8 sur 12, 1,5 litres. Oh non. Bon, ok. Voilà, c'était 1,846 de volume de phosphate.
Oui, oui, on peut tout à fait corriger. Bon, du coup, alors, donc, sachant que on avait à la base du 4PO4, et tout ce qui a fait, c'est réagir avec du HCl. Donc, en fait, l'intégralité des, comment dire, des quantités de matière de HCl et de 4PO4 se retrouvent dans les cristaux, et auquel il faut ajouter le H2O. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on part du nombre de moles de N de, du nombre de moles de 4PO4 dans dans la solution B. Donc, pour ça, on prend euh, la concentration initiale de 4PO4, on multiplie par le volume, qui donne 0,1846 moles. Ensuite, pour obtenir le nombre de moles de K+, se finissent dans la solution B, on a juste à multiplier par 3 la concentration de N4PO4, ça donne ça. Et pour la concentration phosphate, enfin, du coup, en PO4 de moins, n'importe quoi, PO4 en moins, ça donne 0,1846 moles. Oui, c'est ça. Sauf que, bon, j'expliquerai après, enfin, je vais expliquer après. Donc ça, c'est pour ce qui est issu du K3PO4. Pour ce qui est issu du HCl, donc vu qu'on connaît le volume qu'on a inséré et la concentration initiale du... Euh, oh, je dis des bêtises. Oui, bref. Vu qu'on connaît... j'ai oublié ça. Oui, mais j'y viens. Donc ça correspond à la quantité totale de HCl qui a été ajoutée en solution. Donc en prenant en compte à la fois les 80 millimolaires qui étaient présents dans la solution de phosphate initiale, plus ce qu'on a rajouté depuis la solution de 1 molaire, donc ce qui donne une quantité de H+, ajoutée en solution, encore une fois, qui est égale à la même chose, et une quantité de Cl- qui est égale à ça. OK? Donc en fait, pourquoi est-ce que je fais comme ça? C'est parce que dans la solution, tu ne retrouves que ce que tu as ajouté initialement. La seule chose qui va changer, en fait, quand tu vas évaporer entièrement l'eau présente en solution, la seule chose que tu vas retrouver à la fin, c'est ce que tu as ajouté. Dans ce cas-là, avec une petite subtilité, c'est que les sels de phosphate sont préhydratés, donc il faudra juste rajouter au niveau des phosphates le nombre de molécules d'H2O qui font partie des cristaux, à savoir 3 fois. J'ai déjà calculé par une. OK. Donc,
ça, le NK+, NPO4-, NH2O, NH+, et NCl-, tout ça, c'est tout ce que vous allez retrouver dans les cristaux. Parce que c'est tout ce que vous avez, en fait, d'une part, ajouté en solution, donc pour ça, et d'autre part, ce qui sera retenu par les cristaux, donc les trois molécules d'H2O, pour ça. Est-ce que ça vous paraît relativement clair? Tu as toujours ton Cl- qui est présent en solution, Maël. Et le H est parti depuis le HCl. Il a réagi avec le K3PO, putain, le PO4-, et le PO4-, mais il s'est juste déplacé, il n'a pas disparu. Il est passé du HCl au phosphate. Donc ça s'est transformé, tu n'as plus de HCl, mais tu as toujours les morceaux de HCl qui sont présents en solution. Et quand tu vas évaporer toute l'eau, ben il reste, tu élimines juste l'eau, et il va rester ce que tu as ajouté, plus les trois molécules d'eau retenues dans les cristaux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris en particulier? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel que je peux essayer d'éclaircir? Je vais essayer de formuler autrement déjà. Si tu avais de l'eau pure, quand tu évapores ton eau, tu ne retrouves plus rien du tout. Dans ce cas-là, dans ton eau, tu as solubilisé du phosphate, du HCl et les contrions qui vont avec. Enfin, voilà. Quand tu vas évaporer ton eau, ce que tu as apporté à ta solution, il va pas s'évaporer en même temps que ton eau, ça va rester. Donc, euh, comment dire? Si jamais tu considères les quantités de matière de chacun des euh, morceaux de réactifs qui ont réagi entre eux, ça va te donner ce qui va rester quand tu auras fait disparaître toute l'eau de ta solution. Pour reprendre début de la 4, question restée à la fin et comment tu calcules, je suis perdu là. Ouais, on va essayer. Je- ce que j'ai fait normalement, je sais pas si c'était assez clair. Sinon, je refais en essayant d'être plus clair. Faut juste calculer la masse molaire. J'ai pas fini. C'est juste que ça, c'est l'étape intermédiaire, mais après, enfin, c'est relativement facile. Masse moléculaire. Oui, c'est ça. Oui. Une fois que tu as les quantités de matière, tu peux, pardon, tu peux sans problème retomber sur ta masse qui t'intéresse. Je comprends pas la deuxième ligne. C'est laquelle? C'est ça, Ryan? Ok. Donc, en fait, je m'intéresse à ce qu'on a apporté dans la solution. Donc, d'un côté, tu as du K3PO4, de l'autre, tu as du HCl, et c'est tout ce qu'on a apporté dans la solution. Donc ça, bon, je me répète, hein, ça peut pas disparaître quand tu évapores ta solution. Tout ce que tu apportes, c'est tout eau présente en solution, à l'exception de ce qui est retenu par les cristaux. Mais donc, toutes les quantités de matière, tout ça se conserve. Donc là, tu avais du K3PO4. Ce K3PO4, il s'est dissocié en K+, et en PO4-. Donc la quantité de matière de K+, vu que tu en as 3 dans ton K3PO4, ben pour obtenir sa quantité de matière, il suffit de multiplier par 3 la quantité de matière que tu avais à la base, avant dissociation. C'est plus clair? C'est plus clair ou moins clair éventuellement? Oui, merci, même si je trouve pas ça logique. Hum, hum. C'est quoi qui te pose problème dans la logique de la chose?
Pas si tu essaies de parler. Vous m'entendez là? Oui, j'entends. Oui, au concours, ça sera probablement plus simple. Sauf si jamais vous tombez sur un sujet chelou, comme ça arrive de temps en temps. Après, bon, c'était pas non plus particulièrement dur. Après, si vous voulez juste des exos stéréotypés avec des trucs assez faciles, il y a beaucoup d'annales pour ça et beaucoup de corrections d'annales déjà faites. On a les conservations de matière. Oui, c'est ça, il y a conservation de matière. Donc, vu que tu pars de K3, tu as 0, enfin, tu as cette quantité de matière de K3PO4. OK? Quand ça se dissocie, tu as 3 fois le K en solution. Donc, tu as pour un seul K, pour un K+, non, pardon, chaque dissociation de la molécule de K3PO4 donne 3 K+. D'où le fait que tu multiplies par 3 pour obtenir la quantité de matière du K+. En vrai, à tout le monde, ça retombe comme ça, je trouve pas ça choquant. Je trouve difficile là, mais pas choquant. Ok. C'est bien, ça fait réfléchir. En vrai, on n'est pas à l'abri de surprises. Oui, c'est ce que je me dis. Parce que bon, j'aurais très bien pu vous faire des annales bateaux, mais bon, autant on balaye des trucs un peu, enfin, un petit peu originaux sans être vraiment trop dur, je trouve. Non, c'est très bien. Ok, bon, tant mieux. Alors, par contre, la tondeuse d'à côté, ça va pas le faire. Je vais fermer la fenêtre. Ok. Bon, ben, du coup, je vais finir l'exo. Donc là, on a nos quantités de matière pour chaque élément. Donc, ce qui manque maintenant, c'est d'avoir les mince, masse molécule. Non, j'ai oublié le terme. Bon, c'est pas grave. Du coup, pour ça, pardon, pour le K+, donc tout ce qu'il y avait à faire, c'était de soustraire. Ah, bon, je vais recopier. J'avoue que c'était un petit peu bâtard, ça, mais c'est un peu une question pas vraiment utile. Enfin, une difficulté pas vraiment utile. Donc là, bon, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de reprendre les données d'énoncé et en fait de raisonner en soustrayant le K3PO4 au K2H. Ah, pardon, je vais y arriver. De soustraire les deux et de aussi soustraire le. Est-ce que j'ai une bêtise là encore? Oui, en effet. Ok. 212, 174. Non, on obtenait 39. Ensuite, pour le phosphate, il faut juste à prendre ça et soustraire 3 K+. Ça, c'est la chose.
Ensuite, il y avait juste, bon, ça, H2O, normalement, c'est par cœur, mais bon, j'ai décidé de la donner quand même. Et ça, c'était 18. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? H+, bon, c'est 1, et Cl-, du coup, c'est 35,5. Ok, donc là, on a tout ce dont, je vais recouper l'eau. On a tout ce dont on a besoin pour calculer. Donc, on prend les quantités de matière, on multiplie par, on multiplie, non, on multiplie par les masses moléculaires, et plus machin, plus, il reste, H2O. Et toi, moi, c'est plus simple à écrire à la main qu'au clavier, ces trucs. Il reste le H plus et le Cl-. Donc, bon, je pense que vous avez compris. Bon, je vais pas faire le calcul, mais hop, merde. Donc, 80, merde. Donc, la bonne calculette. Donc, bon, évidemment, là, il y a plusieurs façons de faire aussi. Quand vous tombez sur le bon résultat, c'est bon aussi. Et ça donnait 60 grammes. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Ce qui reste?
Pour faire 18. Oh, si, je dû finir peut-être. Attends. Non, bah, du coup, ça a été pris en compte ici déjà. Euh, est-ce que je... Oui, bah, en fait, j'ai pris en compte ici parce que tu as uniquement les phosphates qui sont trihydratés. Du coup, tu prenais trois fois la quantité de matière phosphate, et ça te donnait le nombre de H2O euh, bah, dans les cristaux. L'intérêt de cette question, c'était surtout de faire revoir les quantités de matière, masse moléculaire, tout ça. On va faire le calcul de la MM, pas dans le M. Bah, ça peut marcher aussi en fonction de comment tu l'as écrit. C'est bon pour ceux qui restent, sachant qu'il y avait aussi d'autres façons de faire. Ok, bon. Merci d'être venus nombreux à cette call, c'était chouette. Je vois qu'il reste pas grand monde, mais bon, pas très grave. J'espère qu'il y a qu'au moins des gens. J'espère que ça a au moins aidé quelques personnes. Et bah, je vais poster du coup une correction, ben, disons plus propre et à la fois en version quantité de matière et version concentration. Ça, vous pourrez choisir ce qui vous intéresse le plus dans certains exos. Sachant que dans certains exos, ça peut être plus simple dans toute façon que de l'autre. Des fois, il y a plus de conversions à faire quand on fait d'une façon ou plus de conversions d'une autre. Enfin, bon, vous verrez. Et je crois que c'est tout. Bon, c'est un petit exercice de 4 questions, mais qui au final aura demandé pas mal de temps. Ok. Eh ben, merci à ceux qui restent et puis à une prochaine. Bon courage pour le concours. Et n'hésitez pas à venir en conf demain aussi. Bonne journée.